Alors, dans le film d'Air Tiger, tu vois, le char de guerre, le tigre du film, à un certain moment, il plonge. Il entre dans la rivière, il coupe même le moteur sous l'eau, tu vois qu'il ne laisse que le tuyau du snorkel, la prise d'air à l'extérieur. C'est pour que les chars soviétiques qui sont dans les environs se dispersent, partent de là et ne découvrent pas le tigre tout seul, tu vois. Après ça, les gars redémarrent le moteur du char et sortent le char de l'eau, quoi. Donc, beaucoup de gens sont restés curieux à ce sujet. Les gars, ce char pouvait vraiment faire ça? On va voir. Eh bien, pour que vous compreniez cette histoire du Tiger qui plonge vraiment, vous devez comprendre comment il a été conçu. À partir de ce point, vous allez comprendre pourquoi il devait faire ça et pourquoi ensuite il a arrêté de le faire. Les chars lourds n'existaient pas, c'était pas. C'est important de le souligner. Les chars lourds n'existaient que pas dans l'arsenal allemand en 1939 lorsque la guerre a commencé, n'est-ce pas? À l'exception de quelques prototypes là-bas, qui ont été utilisés en Norvège en 1940, qui étaient en fait des anomalies, n'est-ce pas? Ils ne pouvaient même pas être classés comme de véritables chars lourds. Mais jusqu'à ce moment-là, les Allemands avaient des chars légers et des chars moyens. Ces chars étaient répartis selon des fonctions très claires. Certains d'entre eux avaient un pour rôle de soutenir l'infanterie. D'autres ont été conçus pour percer les lignes ennemies et combattre directement d'autres chars. Le Panzer IV, le plus lourd d'entre eux, bien qu'il ne soit pas conceptuellement un char lourd, il possédait un canon de gros calibre mais avec un tube court, ce qui signifie que cette arme avait une faible vitesse initiale. Donc le Panzer IV, en fait, il a été conçu initialement pour soutenir l'infanterie, pour détruire des cibles en béton des casemates ennemies, n'est-ce pas, qu'elles soient faites de béton, de bois ou de terre, ou quoi que ce soit d'autre, mais pas vraiment pour combattre d'autres chars. Pour cela, il vous faut un canon plus long, afin que le projectile atteigne une vitesse plus élevée à la sortie et puisse pénétrer le blindage de l'autre char. Alors, les Allemands, dès 1937, ont commencé les premiers projets. Ils ont d'abord commencé à esquisser ce qui allait devenir leur char lourd. Mais cette étude a atteint un point de rupture. En 1940, lorsque les Allemands sont tombés sur le Matilda II britannique en France. C'était un char d'environ 28 tonnes, mais qui avait un blindage extrêmement épais pour les standards de l'époque, ce qui rendait ce char pratiquement, disons, immunisé contre les armes anti-chars allemandes. À tel point que la seule arme dans l'arsenal allemand en 1940 capable de détruire le Matilda II était le canon allemand de 88 mm, le 88 mm. Le Flak 88 qui est ensuite devenu le canon anti-char de 88 mm et que Rommel a utilisé avec beaucoup de dextérité lors de la bataille d'Arras. Une bataille qui a rendu Hitler complètement fou de peur, n'est-ce pas, et qui l'a même poussé à arrêter les chars devant Dunkerque. J'ai déjà fait une vidéo expliquant uniquement cette question-là. Si ça vous intéresse, il suffit de la regarder. Mais à ce moment-là, le projet du char lourd allemand était le Folketenkraftfahrzeug 36. Folketenkraftfahrzeug signifie véhicule expérimental, entièrement chenillé. 36 veut dire 36 tonnes. Et il y avait aussi le 01 devant ce qui signifie projet numéro 1. Donc ce véhicule-là, après l'expérience avec les Matilda II, a été largement revu à la hausse sur le papier et est devenu un projet de 45 tonnes. Et il en est venu à présenter des exigences de pas moins de 100 mm de blindage frontal, 80 mm pour le blindage de la tourelle et 60 mm pour le blindage latéral. Et ce même char devait aussi être équipé d'un canon de 88 mm qui serait capable de percer n'importe quel char du monde, n'est-ce pas? L'expérience, encore une fois, est venue du duel avec le Matilda II. Alors, le 26 mai 1941, deux entreprises allemandes, n'est-ce pas, Henschel et aussi Porsche, celle de Ferdinand Porsche, elles ont reçu une demande pour présenter des projets pour ce nouveau char lourd qui est devenu connu sous le nom de Volketenkraftfahrzeug 45 ou VK45-01, parce que, enfin, c'était les projets numéro 1.
Mais tu as remarqué par la date de l'émission de cette demande pour le projet, le 26 mai, que le calendrier n'a pas très bien fonctionné pour les Allemands, n'est-ce pas, parce que moins d'un mois plus tard, ils ont lancé l'invasion de l'Union soviétique, l'opération Barbarossa. Et lors de cette opération, ils ont eu de très mauvaises nouvelles quand ils sont tombés sur des chars lourds russes très nombreux, les KV-1 et les redoutables T-34. Et le T-34, bien qu'il ne soit même pas vraiment un char lourd, avait un blindage incliné qui faisait que les armes anti-chars allemandes de l'époque n'arrivaient là pas non plus à le percer, selon la distance. Cette situation totalement inattendue, rencontrée par les Allemands, a fait qu'ils ont alors été pris d'une urgence folle pour mettre ce nouveau char lourd en service, n'est-ce pas, en production et directement sur la ligne de front. Et cette urgence, elle a été transmise aux entreprises qui ont alors dû réutiliser divers composants, diverses pièces qui étaient déjà en préparation. Pour l'ancien véhicule VK-36, remarquez 9 tonnes plus léger. Dans cette précipitation, des composants prévus pour un véhicule bien plus léger ont été montés sur un véhicule bien plus lourd. Et cela a entraîné de nombreux problèmes de dysfonctionnement, de panne constante, d'usure continue des pièces qui ont tourmenté le Tigre du début à la fin de sa durée de vie. Pourtant, la précipitation dominait à cause de l'urgence sur le front. Et le 3 janvier 1942, Henschel a présenté le premier châssis de ce qui allait devenir le Panzer VI Tiger ou Tigre. À ce châssis-là, une tourelle a été ajoutée le 11 avril 1942. Par conséquent, ces deux pièces ont dû être assemblées sur le même véhicule, préparées et envoyées pour des essais qui auraient lieu seulement 9 jours plus tard, le jour de l'anniversaire de Hitler, n'est-ce pas ? 20 avril 1942. Et lors de ce test, les capacités du prototype de Henschel ont été mesurées face au prototype de Ferdinand Porsche. Et regardez bien, à cause de la complexité de la transmission utilisée dans le prototype de Porsche, son prototype a été écarté au profit de celui de Henschel, qui, bien qu'il ait été rempli de problèmes techniques, a fini non seulement par être approuvé, mais a également reçu une commande de 200 véhicules sur le champ. Et c'est maintenant que je veux vous expliquer cette fameuse question de la submersion. Parce que ce véhicule très lourd de 45 tonnes a représenté un nouveau problème pour les concepteurs qui se sont rendus compte que tous les ponts européens de l'époque, enfin la plupart d'entre eux, ne supporteraient pas le passage d'un véhicule aussi lourd. Donc, pour maintenir ce véhicule en première ligne là-bas en Union soviétique, il serait nécessaire de submerger le véhicule, faire en sorte qu'il soit vraiment capable de traverser les rivières par leur lit. Mais est-ce que ce serait de la folie de la part des Allemands d'imposer ce genre d'exigence à un char lourd comme le Tigre ? En réalité non, parce qu'ils y avaient déjà pensé et avaient déjà réalisé un projet très similaire en 1940 sous la forme du Tauchpanzer III, une variante du Panzer III qui a été conçue pour pouvoir traverser des cours d'eau, pour être amphibie, n'est-ce pas ? Circuler complètement submergé jusqu'à 15 mètres de profondeur afin d'être utilisé précisément lors de l'invasion prévue de l'Angleterre, l'opération Lion de mer. Mais même si le char a été testé et approuvé lors des essais, tu vois, des essais menés sur la côte française et sur la côte allemande, l'opération Lion de mer a finalement été annulée par Hitler. Et le Tauchpanzer, dont 168 unités avaient déjà été produites, a fini par être simplement distribué à 2 nouvelles divisions. Panzer, la 16e division Panzer et la 18e division Panzer. Et ils ont commencé à être utilisés dans l'effectif traditionnel de ces 2 unités. Sauf qu'en 1941, le Tauchpanzer III a fini par être utilisé dans sa fonction de char amphibie le premier jour de l'opération Barbarossa, lorsqu'ils ont traversé la rivière Bug complètement submergée. Et ils sont sortis de l'autre côté. Quelle scène cela a dû être, hein ? Revenons donc à notre Tigre. L'exigence de submersion était bien plus modeste que celle du Tauchpanzer. Elle n'était que de 4,5 mètres. Mais cette exigence, bien qu'elle ne soit pas aussi innovante qu'elle puisse paraître, a fini par avoir un impact considérable sur le coût et le temps de développement du Tigre. Parce que le véhicule a été équipé de nombreux nouveaux dispositifs uniquement pour permettre cette submersion.
Regarde, il y avait un snorkel, ce grand tube métallique qui permettait au moteur du véhicule de respirer une fois qu'il était submergé. Le compartiment moteur a également été complètement scellé, il est devenu entièrement étanche à l'eau. La tourelle du véhicule, pour cette opération, devait rester complètement verrouillée vers l'avant. Une pompe électrique a également été installée pour retirer l'eau qui pourrait pénétrer dans les composants pendant l'immersion. Il y avait aussi un grand joint rond autour de l'anneau de la tourelle qui se gonflait justement pour isoler la tourelle de toute entrée d'eau. Enfin, des systèmes de refroidissement et de ventilation ont également été installés pour l'opération en immersion. Autrement dit, ce n'était pas du tout facile de transformer le Tigre en véhicule amphibie. Tout cela sans parler du processus d'adaptation du véhicule en première ligne pour traverser des plans d'eau de cette manière. Les meilleurs équipages, les gars les mieux entraînés, mettaient au minimum 30 minutes pour effectuer toutes les modifications. Et de l'autre côté de la rivière, il fallait tout remettre comme avant. Et ces gigantesques Tigers, qui sortaient pratiquement de la chaîne de production pour être envoyés rapidement sur le front de l'Union soviétique, sont arrivés là-bas à la fin de 1942 dans le secteur nord du front, près de Leningrad, et c'est là que les Russes ont capturé le Tigre. Le tout premier exemplaire de ce super char. Cette précipitation, n'est-ce pas, a fait que le char a été utilisé en première ligne seulement en petit nombre, ce qui a fait que l'impact initial du Tigre ne s'est pas tant fait sentir. En fait, la première utilisation massive de véhicules de cette classe n'a eu lieu que lors de l'opération Citadelle, n'est-ce pas, la fameuse bataille de Koursk, en juillet 1943. Mais après presque un an de tests et d'opérations en première ligne, cette capacité amphibie s'est révélée de très peu d'utilité pour les unités blindées qui combattaient à main réellement. La plupart du temps, les cours d'eau étaient un petits, où il y avait suffisamment de ponts, assez solides pour permettre aux chars de traverser en toute sécurité, sans avoir besoin de se transformer en sous-marins. Alors, le 30 août 1943, le Bureau des armements de l'armée a émis la directive qui éliminait, supprimait, rayait l'exigence de capacité amphibie pour le Tigre. À ce stade, pas moins de 495 chars avaient déjà été fabriqués avec cette fonctionnalité, ce qui représente donc environ un tiers du total des Tigres produits avec cette capacité. Alors, si on revient là-bas, au film. Der Tiger, le char de guerre, si leur char a été fabriqué avant août 1943, ce qui est une réelle possibilité, oui, le char pourrait traverser la rivière par le fond. Même si je dirais que ce n'est pas exactement comme le film le montre, Le film, bien sûr, exagère les capacités et je pense qu'il serait assez difficile pour un seul équipage, sans aucune assistance, de réussir une traversée aussi bien qu'ils l'ont fait. N'est-ce pas ? Tu remarques que dans la scène où ils sortent de la rivière, ils sortent justement dans une petite clairière, n'est-ce pas, qui permet au char de sortir de l'eau, au lieu de tomber directement sur un arbre avec une racine gigantesque. Et même pendant la traversée, bien sûr, ce char pourrait rencontrer n'importe quel obstacle en dessous. N'est-ce pas une souche, une pierre, et rester coincé là, n'est-ce pas, sans aucun espoir de sauvetage. Donc oui, les premiers chars Tigres avaient bien cette capacité de s'immerger et de traverser des cours d'eau tant que la profondeur maximale ne dépassait pas 4,5 mètres. Mais le reste de la production, les 2/3 finaux, n'avaient pas cette capacité. Et la façon dont le film a présenté la pratique n'est pas très réaliste, non. Maintenant, si cela vous a plu et que vous voulez en apprendre davantage sur l'histoire militaire en profondeur, mais aussi de manière très pédagogique, achetez ici. Voici mon livre « O Atomo como Arma », qui va tout vous apprendre sur le projet, le développement et l'utilisation des bombes atomiques pendant la Seconde Guerre mondiale. Et si vous envoyez un email à saladeguerra@gmail.com, vous pouvez acheter un exemplaire dédicacé directement auprès de moi. D'accord ? Maintenant, dis-moi, est-ce que tu savais déjà que le Tiger pouvait vraiment traverser les rivières par le fond, au moins les premiers modèles de Tiger ? Dis-nous dans les commentaires. Si tu as aimé cette vidéo, partage-la avec tes amis. Mais n'oublie pas non plus de nous mettre un pouce bleu, abonne-toi à Salade Guerra pour ne rien rater. Je vais m'arrêter là. Merci encore pour ton écoute et les salutations de Salade Guerra.